Bon, vous avez prévenu un petit peu que M. Bensoussan n'a pas la langue dans sa poche et qu'il tient parfois des discours à repousse-poil. Enfin, qui vont contre l'opinion communément admise, il en a fait la brillante démonstration. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer le débat qui va durer, disons, 30 à 40 minutes? Posez la première question, sinon je vais faire comme... Oui? Si personne n'a le courage d'entamer le débat, je voudrais dire quelque chose qui ne concerne pas tout à fait le fond du problème. Il y a une chose à propos des Juifs qui se sont laissés mener à l'abattoir, on l'a cité M. Bensoussan. J'ai par exemple visité le camp de Mauthausen. Et là, il y a des photos d'un détachement russe qui a été fait prisonnier et on voit comment il meurt peu à peu. C'est-à-dire que là et ailleurs, des soldats, donc des professionnels du combat, se sont laissés aussi mener à l'abattoir. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire le reproche à des civils juifs d'avoir accepté le coup. Vous avez raison, je voudrais ajouter que le 3 septembre 1941, les Allemands expérimentent le gaz plombé à Birkenau, à Auschwitz, on ne peut pas Birkenau, à Auschwitz. Ils ne savent pas exactement comment tuer de façon la plus efficace, c'est le camion, c'est la chambre à gaz fixe, le monoxyde de carbone ou le zyklon. Ils expérimentent le zyklon uniquement à Auschwitz avec 550 soldats russes qui ont été assassinés comme des trucs. Oui, ça dit pas. Alors, qui veut ouvrir le débat? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Meyer, pardon. Je vais simplement demander, la création de Yad Vashem correspond à l'une des périodes que vous avez citées depuis des périodes historiques. Yad Vashem, la prise de conscience. non, bien antérieur. Yad Vashem, le projet de Yad Vashem, le premier projet date de 1942. Le paradoxe, c'est que le projet de Yad Vashem date d'une époque où la plupart des Juifs n'étaient pas morts. C'est très intéressant. Avant que ne commencent les grandes tueries, vous avez avant la démonstration. C'est-à-dire, c'est pendant l'action Reinhardt. Les grandes tueries, c'est l'action Reinhardt. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, début 1942, la majorité des victimes de la Shoah sont encore en vie. Fin 1942, la majorité, plus de 50% des victimes de la Shoah sont mortes. Le premier projet de Yad Vashem, c'est 1942. Et donc, il y aurait évidemment à expliquer pourquoi les Israéliens, c'est un Israélien membre d'un kibbutz, qui s'appelle Yaakov Shenabi, a ce premier édifice, met en avant ce premier projet, il dessine les plans, etc., à Jérusalem, enfin encore qu'il va y avoir polémique dans le pays, que ce soit à Jérusalem, à Tel Aviv ou ailleurs, d'un projet de mémorial pour les victimes. Mais le mémorial lui-même, c'est une loi de la Knesset qui le vote en 1949, et la première pierre, enfin le mémorial, physiquement parlant, concrètement parlant, est édifié en 1953. Il faut noter que le mémorial de Yad Vashem a été édifié rapidement, à marche forcée par les Israéliens, pour faire concurrence au mémorial français. Car au même moment, Yitzhak Schneerson, fondateur du CDJC à Paris, à Grenoble en 1943, décide à la fin de la guerre, revenu à Paris, ayant fondé le Centre de documentation juive contemporaine, décide en 1953, en ayant réuni des fonds, de créer un mémorial du martyr juif inconnu. Martyr au sens de témoin, au sens grec. Martyr juif inconnu. Et l'apprenant, les Israéliens, Ben Gurion en tête, essayent de damer le pion aux Français pour qu'encore une fois, la mémoire du génocide soit la mémoire israélienne du génocide. Pourquoi? Pour que seul l'État d'Israël soit le porte-parole unique des Juifs du monde entier, et pas les Français en l'occurrence. Du coup, il va y avoir course de vitesse, et effectivement, le premier mémorial, mai 1953, c'est Yad Vashem. Les Français ne posent la pierre, eux, qu'en octobre 1953. Ça s'est joué à quelques mois après. Et suggérer la création de Yad Vashem en 1942, oui, c'est en contradiction avec l'opinion des Israéliens qui disent qu'on a appris la Shoah en 1945. Oui. Donc, quelque part, vous voyez, ça a été enfoui. C'est une reconstruction de la mémoire et de leur histoire. Vous avez raison de souligner, vous voyez, on peut difficilement soutenir qu'on a su qu'en perdu. Voilà. Donc, bon. Autre question, c'est bien parti. Sinon, vous avez dit tout à fait au début, M. Bensoussan, qu'Israël existe en tant qu'État potentiel en 1948, le 15 mai 1948, oui, et tout est en place pour que Israël existe. oui. Si je me mets du côté des Palestiniens, il n'y a rien. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de virtualité étatique. Et pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que les territoires
occupées aujourd'hui, Gaza et la Cisjordanie, ont été confisquées en 48-49, Gaza par l'Égypte, la Cisjordanie par la Jordanie. Ce qui était la preuve, on peut le voir comme ça, du point de vue historique, qu'il n'y avait pas d'État palestinien. Vous êtes d'accord avec mon analyse? Oui, qui se cherchait sans doute, qui n'avait pas d'instance étatique. Ce que l'histoire des États arabes refuse systématiquement d'enseigner. Enfin, il n'y avait pas d'instance étatique aussi, parce que le représentant du mouvement national palestinien était le grand Moufti, Oui. et le grand Moufti a collaboré avec les nazis. Oui, oui, Il est allé très loin dans la collaboration, il ne s'est pas contenté de demander l'aide des nazis. Il a vécu les 2 dernières années de la guerre à Berlin. Il a pris parole à la radio du Reich en arabe pour appeler à l'extermination des Juifs. Il a même béni la création d'une division SS musulmane, si ce n'est de 2, en Bosnie. Ce qui expliquait qu'en 90-91, le siège de Sarajevo, ça a réanimé de vieilles haines qu'il y avait déjà un demi-siècle. Donc le Moufti est déconsidéré comme chef du mouvement palestinien en 45-46 et du coup le mouvement national palestinien est décapité d'une certaine façon par un leader pareil. Et il a eu du mal à trouver une direction de recherche. J'ajoute que sa direction nationale a aussi été décapitée par la révolte de 36-39 que les Anglais ont réprimée brutalement. Donc du coup ces cadres, si vous voulez, qui auraient dû être là en 48, ces cadres ont été dispersés ou tués dans les années 36-39. Avec en plus un grand Moufti collaborateur des nazis en 1945, qu'on puisse dire c'est que c'était malvenu. Vous avez un des éléments de la défaite palestinienne. Ce n'est pas le seul loin de là. Il ne faut pas oublier que c'est une société rurale, une société palestinienne, une société de villageois qui ne sont pas du tout habitués à ce qu'il y ait une armée permanente. En fait, ce sont des bandes qui font le coup de feu là sur place pour défendre leur village, à 10, 15, 20 km ou tout de plus. Ça n'a pas du tout la mentalité d'une armée moderne occidentale. Donc le conflit de 48-49, c'est quand même le conflit entre un monde traditionnel rural et un monde développé. Il y a cet aspect-là aussi. Il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas le sujet. Question. Sinon, moi j'aimerais bien. Oui, pardon, alors il y a deux. Alain, il y a une dernière fois, monsieur a levé là. Ah, c'est Daniel. C'est moi. Mais je voudrais juste savoir une chose. Pourquoi le grand mufti de Jérusalem, qui était donc jusqu'au dernier jour avec Hitler, on dit bien le dernier jour, a été accueilli en France et est resté fort longtemps en France? Oui. Les Français l'ont protégé tout en faisant mine de l'incarcérer, puis ils ont facilité son évasion, il a pu passer en Espagne et de là il a rejoint le monde arabe. Parce que dans les rivalités coloniales franco-britanniques au Proche-Orient, le Moufti est objectivement un allié de la France. Objectivement, oui. Objectivement, hein, c'est-à-dire qu'il est anti-britannique, donc objectivement, dans cette rivalité constante depuis 1916 entre Français et Anglais, eh bien, les Français se servent de lui, c'est tout. Ils n'ont aucune sympathie pour lui. Ils se servent de lui, donc ils font mine de ne pas s'apercevoir de sa fuite vers l'Espagne, de Franco et de l'Espagne vers le monde arabe, qui va se retrouver en Égypte. Le principe fondamental de la diplomatie, l'ennemi de mon ennemi peut-être. Voilà. Voilà. C'est tout. Une explication, c'est ça. Alain? Oui. Vous évacuez du côté israélien le fait que la création de l'État d'Israël soit le résultat d'un choix. Et je n'ai qu'admiration pour votre connaissance et la présentation, donc je ne vais pas réfuter. Je vais quand même poser une question. Si on regarde du côté international, est-ce que la réalité et le vote de l'acceptation de l'État d'Israël par l'ONU n'a pas été quand même le résultat de la Shoah, sachant que, vous avez cité 22, mais il y avait déjà la déclaration Balfour avant, et qu'on était effectivement dans un continuum entre guillemets institutionnel de la Palestine, mais qu'il n'était pas écrit qu'on veuille en faire un État indépendant. C'est vrai. Il y a probablement... On accepte en fait. Oui, probablement dans les opinions publiques en France, par exemple, en Angleterre, je dis les opinions publiques, pas les gouvernements, un courant de sympathie envers la cause israélienne. On le voit en France, par exemple, avec le navire Exodus. Très net.
On va en France avec l'appareil de la SFIO qui aide le mouvement socialiste israélien. Et puis dans les opinions publiques, par exemple, le Parti travailliste britannique a pris clairement position pour la fondation non seulement d'un État juif en Palestine, mais même de l'éviction des Arabes. La thèse du transfert des Arabes palestiniens de l'autre côté du Jourdain sont les Britanniques, les travaillistes britanniques qui le défendent lors de leur congrès en 1944. Alors qu'il y ait eu un mouvement de sympathie du fait des souffrances subies, c'est indéniable. Et c'est ce qui explique que la thèse ait une telle facilité pour prendre, si vous voulez, dans le grand public. Maintenant, il y a une autre raison, il y a une autre explication qui fait que les puissances occidentales vont voter pour la création d'un État juif. C'est beaucoup plus cynique que ça. C'est plus dans le compassionnel. C'est qu'on a affaire à plusieurs centaines de milliers de rescapés juifs en Europe. Je ne sais pas où elle est. En clair, vous avez compris la suite. On ne sait pas comment faire, on n'en veut pas chez soi. Donc, il faut bien les caser quelque part. La création de l'État d'Israël va répondre à cette demande de réfugiés. Voilà. Il n'y a quand même pas, que l'accord des trois puissances occidentales. Il y a aussi l'accord de Staline et de l'Union soviétique. Absolument. Alors, Il ne faut quand même pas l'oublier. Totalement cynique aussi, vous le savez. Il n'y a aucune sympathie stalinienne pour les Juifs. Il n'y a aucune sympathie pour la souffrance juive. Preuve qui fait le livre noir, vous savez, Berenbourg et Grossman, il leur commande. Et au moment où il est sur le point d'être imprimé, tout ça est arrêté net, et les animateurs du comité juif antifasciste sont assassinés les uns après les autres. Bon. Donc c'est pas ça, vous savez très bien pourquoi il soutient la création d'Israël en 1948 via Gromyko, c'est parce qu'il pense lui aussi qu'au Proche-Orient, où la décolonisation bat son plein, contre les Britanniques, il faut jouer la carte israélienne. Parce qu'il pense que l'État d'Israël se rangera du côté soviétique par le fait que ses élites politiques sont très largement inspirées par le mouvement travailliste et d'obédience marxiste. Il fait une erreur. Il sera dès 1949. Mais en 1948, c'est pas encore là, très net. Donc il va soutenir Israël. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de la non-existence d'un État palestinien, même avant 1948. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des bien des frontières palestiniennes. Ah, ça c'est autre chose. Et puis on parle de juifs palestiniens. Alors c'est ça qui, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est vous qui... C'est comment on peut parler de Palestine, comment on peut parler de juifs palestiniens si la Palestine en tant qu'État n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas d'État palestinien. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Qui sont Il ces y a gens un mandat. Il y a un mandat palestinien. Avant le mandat, il y avait occupation ottomane. Les Turcs sont battus en 1917 par la Libye, les Anglais s'installent. À l'époque des Ottomans, c'est-à-dire déjà depuis le XVIe siècle, la Palestine en tant que telle n'existe pas. Il y a la Grande Syrie, avec une province du sud qui est le Sanjak de Jérusalem. Et le mot Palestine, qui a prévalu du fait des Romains, vous savez pourquoi les Romains ont... Oui, c'était un empereur romain qui avait créé ça pour effacer tout pour effacer toute trace de prétention. Et il voulait même changer le nom de Jérusalem, qu'il avait appelé Alia Capitolina, la ville haute. Finalement, ça n'a pas marché. Mais la Palestine, ça a marché. Bref, la Palestine a disparu complètement des cartes. Elle réapparaît avec les Anglais. C'est un simple mandat. Seulement au début du au XXe siècle. Au début du XXe siècle. Là, elle réapparaît réellement. Mais dans la mesure où, depuis l'Antiquité, on avait pris l'habitude d'appeler cette terre, en géographie, la Palestine, par exemple, les premiers sionistes, certains d'entre eux disent Eretz Israël et d'autres disent la Palestine. Donc ça n'avait de Palestine que le nom. Mais oui, mais quand ils disaient Palestine, les premiers sionistes, et d'ailleurs les premiers sionistes, on les appelait comment? Les palestinophiles. Les palestinophiles, c'était en fait la Palestine juive pour eux. C'est progressivement, au fur et à mesure que les Palestiniens arabes, chrétiens et musulmans, se sont constitués comme peuple avec une conscience nationale qui s'est forgée au fil des combats. Finalement, le sionisme a aidé la conscience nationale palestinienne à naître en miroir. Ils se sont forgés, ils ont forgé un peuple. Ils ont revendiqué leur en tant que peuple, comme les Juifs. Comme les Juifs, exactement. Et c'est Comme aussi il après arrivait 67. tardivement. Contre les Turcs. C'est venu essentiellement après 67. En conscience nationale. Donc aujourd'hui, ça existe, c'est indéniable. Mais ça a mis beaucoup de temps à émerger. C'est ce que vous dites, le sionisme a aidé leur conscience nationale. Oui. Et de la même façon que le refus arabe d'une présence juive en Terre Sainte a aidé les sionistes à aller beaucoup plus loin dans leur revendication. D'une certaine façon, les Arabes ont permis aux sionistes de se structurer et de présenter des revendications claires. La meilleure façon de couler le sionisme dès l'origine, ça aurait été de conclure un accord avec lui en 1910. Et pas de suite. Et le président du Conseil juif mondial de l'époque, son nom m'échappe, qui va bien voir le sultan à Constantinople, pardon, à Istanbul. Excusez-moi, j'étais en retard. Bon, il va bien le voir, il négocie avec lui l'installation d'un
d'ingénieurs, de techniciens dans cette sous-province de Palestine, le Sanjak de Jérusalem. Donc, et le sultan n'est pas mécontent de voir une terre totalement sous-développée, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, être mise en valeur par des gens qui viennent d'Europe, qui sont des techniciens, qui Pas sont... trop non plus. Pas trop, mais enfin... Il a très peur d'une arrivée de juifs russes. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont russes. Et la Turquie est profondément anti-russe. C'est la guerre de 14. Et d'autre part, il n'a pas envie que se crée sur le flanc sud de l'Empire une nouvelle question bulgare, une nouvelle question arménienne, c'est-à-dire une minorité non musulmane et non ottomane, surtout non musulmane. Du coup, le sultan ne sera pas favorable au sionisme. Et l'erreur des sionistes après la déposition du sultan en 1909, c'est de croire que le mouvement jeune turc sera favorable au sionisme, pas plus. Les Turcs n'ont jamais été favorables au sionisme. Ils n'ont pas eu de rejet viscéral comme le mouvement arabe, mais ils ont eu un rejet quand même. Enfin, c'est un autre débat, là. Je suis en train de faire